Alors le sujet, c'est est-ce que l'univers a connu un instant zéro? Alors quand on dit un instant zéro, on suppose qu'il y en a eu plusieurs. En fait, il y en a eu un, il n'y en a eu qu'un. Donc on aurait plutôt dû dire est-ce que l'univers a connu l'instant zéro? Pour introduire le sujet, je vais dire la chose suivante. Vous savez que la cosmologie est une science assez récente. Elle s'appuie notamment sur la physique, sur plusieurs disciplines de la physique. Et la physique, depuis Galilée, ou depuis Newton plutôt, utilise des équations pour exprimer des lois physiques. C'est Galilée qui a eu cette idée d'utiliser les mathématiques pour dire les lois physiques. Lui pensait plutôt à la géométrie, aux figures géométriques, les carrés, les cercles, etc. Mais il s'est révélé que c'était plutôt les équations algébriques ou différentielles qui sont les plus adaptées pour exprimer les lois physiques. Et donc le langage naturel de la physique, c'est un formalisme très particulier qui est très différent du langage ordinaire. Ce qui n'empêche pas de parler de la physique dans le langage ordinaire. Et la question est de savoir s'il y a vraiment une bijection entre ce que dit la physique, ou ce qu'elle dirait si elle pouvait parler, parce qu'elle ne parle pas, et une autre façon de la traduire dans le langage ordinaire. Et on peut assez facilement démontrer que, d'une façon générale, nous parlons assez mal de la physique. C'est-à-dire qu'elle s'appuie sur des lois qui, une fois qu'elles sont mises dans le langage courant, ont l'air de ressembler à ce que dit déjà le langage courant. Alors qu'en réalité, elles sont souvent en rupture avec le langage, ou en tout cas ne sont pas dissibles dans les termes habituels du langage, parce que très souvent, les lois physiques contredisent nos intuitions, nos façons de parler, nos rhétoriques verbales, etc. Et donc, je vais me poser la question de savoir si nous parlons bien aujourd'hui du Big Bang. C'est-à-dire, est-ce que notre façon de le dire aujourd'hui est conforme à ce que nous savons, ou bien est-ce que nous continuons à parler de lui comme on en parlait dans les années 50, date à laquelle l'expression Big Bang a été inventée. Si vous réfléchissez aux lois physiques que vous connaissez, y compris les plus anciennes, celles de la mécanique de Newton par exemple, vous vous rendez compte que leur énoncé nous est parfaitement familier, et en réalité ce qu'elles disent est en apparence absurde. Toutes les lois physiques, les plus simples, elles disent en fait toujours le contraire de ce que nous observons. En général, on dit que la physique, c'est une sténographie de la réalité. Elle est là pour nous aider à décrire de façon condensée, grâce à un langage synthétique, les phénomènes que nous observons autour de nous. Et en réalité, quand on écoute l'énoncé des lois physiques, y compris les plus élémentaires, et qu'on les entend la première fois, elles semblent absurdes parce que contradictoires avec l'observation. Je vous donne deux exemples très anciens, des premières lois physiques en fait qui n'aient jamais été énoncées, au sens de la physique moderne. Je ne parle pas des lois d'Aristote qui sont toutes fausses. Je parle des vraies lois physiques. Par exemple, le principe d'inertie, qui est l'un des trois principes fondateurs de la mécanique, énoncé par Galilée. Il n'en fait pas une loi universelle, mais il en fait quand même une loi physique. Et ce principe d'inertie qu'on a tous appris à l'école dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. Ce mouvement se prolonge indéfiniment dans la même direction avec une vitesse constante. Qui a jamais vu un mouvement inertiel? Personne. C'est-à-dire que tous les mouvements que nous observons s'amortissent. Si vous cessez d'appuyer sur la pédale de l'accélérateur de votre voiture ou de votre moto, elle s'arrête. Et donc pour qu'un corps se déplace, il faut exercer sur lui une force. Et donc ce que nous montre l'expérience courante, c'est que la force, en gros, est proportionnelle à la vitesse. F égale mv, si vous préférez. Si vous annulez la force, vous finissez par annuler la vitesse. Or, le principe d'inertie dit non. Si vous annulez la force, la vitesse est constante. On n'a jamais vu ça. Autrement dit, la physique commence par inventer l'idéal d'un mouvement inertiel que personne n'a jamais observé et qui sert de principe fondamental pour expliquer les mouvements observés qui s'amortissent tous. Autrement dit, c'est grâce à l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas qu'on comprend l'amortissement des corps. Deuxième exemple, qui chronologiquement est le premier, c'est la chute des corps. Si vous faites tomber des corps plus ou moins lourds, vous voyez d'expérience que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Aristote l'avait vu, d'autres avant lui l'avaient vu. Je pense que tout le monde sur la Terre a vu qu'une boule de pétanque tombe plus vite qu'une balle de tennis. Du coup, on énonce une loi de la chute des corps, c'est d'Aristote, qui a enseigné pendant des siècles
que personne ne conteste parce qu'elle est justement précisément conforme à l'observation. Et cette loi dit qu'un corps tombe d'autant plus vite que sa masse est plus élevée. D'accord? Le problème, et c'est la question que pose Galilée en 1604, le problème n'est pas de savoir si cette loi est conforme à l'observation, puisqu'elle l'est. La question est de savoir si elle est vraie. Si elle est vraie. Alors dans beaucoup d'ouvrages, on raconte l'expérience de la tour de Pise. Galilée monte au sommet, 54 mètres, laisse tomber des objets de masse différente, des boules de pétanque, des balles de tennis, convoque les sorbonnards de l'époque, qui sont tous aristotéliciens, et c'est cette expérience qui est censée avoir montré que tous les corps tombent à la même vitesse. Évidemment, c'est une légende, c'est faux. Galilée n'a jamais fait cette expérience. Galilée écrivait tout, on n'a aucune trace de cela. En fait, c'est une histoire qui a été inventée par la suite par un de ses étudiants, Baliani, qui voulait faire croire qu'on pouvait directement tirer de l'observation la vraie loi de la chute des corps. Et donc Galilée n'a jamais fait cette expérience. Et d'ailleurs, s'il l'avait faite, qu'est-ce qu'il aurait montré aux aristotéliciens de l'époque? Que les boules de pétanque touchent le sol avant les balles de tennis, ce qu'ils savaient déjà. Donc cette expérience ne vaut rien, n'a jamais été faite et n'est nullement éclairante. Non, ce que fait Galilée, c'est ce qu'on appelle l'expérience de pensée. C'est-à-dire, il essaie d'imaginer ce qui se passerait dans certaines situations si Aristote avait raison. Et il montre, par un raisonnement, et non pas par une expérience, que si Aristote avait raison, ça conduirait à des conséquences pour certains types d'expériences qui seraient absurdes. Et l'expérience qu'il invente est toute simple. Vous supposez qu'Aristote a raison, et donc vous supposez que si vous lâchez en même temps une boule de pétanque et une balle de tennis, la boule de pétanque va toucher le sol avant la balle de tennis. Maintenant, et c'est là que commence l'expérience de pensée, vous reliez les deux objets par une ficelle. Donc vous fabriquez ainsi un système qui est plus massif que la boule de pétanque toute seule. Il est donc plus lourd que la boule seule. Donc d'après Aristote, puisque c'est plus lourd, ça va tomber plus vite que la boule de pétanque toute seule. Mais en même temps, pendant la chute, la balle de tennis, qui est moins lourde et qui tombe donc moins vite, va tendre la corde et faire parachute. Et donc l'ensemble va tomber moins vite que la boule de pétanque toute seule. Ce que montre Galilée, c'est qu'en fait, il y a une contradiction logique interne dans la loi d'Aristote qui, du coup, ne peut pas être fausse. Ce qui veut dire que, si on croit à la loi d'Aristote, on est obligé d'assumer cette contradiction. Galilée dit cette contradiction ne peut pas être assumée. Et donc la seule façon de résoudre le paradoxe, c'est de dire que la boule de pétanque et la balle de tennis tombent exactement à la même vitesse. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Du coup, si vous croyez à cette loi, vous devez réinterpréter l'observation pour expliquer pourquoi, bien que la loi de la chute des corps soit celle que je viens d'énoncer, les boules de pétanque tombent plus vite que les balles de tennis. L'explication, c'est qu'il n'y a pas que la gravité qui joue dans l'affaire, il y a aussi la résistance de l'air, et c'est elle et seulement elle qui est responsable du fait que la boule de pétanque, effectivement, dans l'air, va tomber plus vite que la balle de tennis. Et donc c'est l'idée que les lois physiques, en fait, on ne les dérive pas de l'observation. Pour les trouver, il faut les chercher. Pour les chercher, il faut d'abord théoriser, et ensuite faire des expériences spécifiques qui vont permettre de tester les lois qu'on a théorisées. Et donc la lecture des phénomènes, ou la lecture des livres, ne suffisent pas pour trouver les lois physiques. D'ailleurs, il y a une anagramme intéressante, c'est que la chute des corps a pour anagramme hors du spectacle. C'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que la loi de la chute des corps, elle est hors du spectacle de la chute des corps. C'est pas en regardant des corps tomber, sauf dans le vide évidemment, que vous allez trouver la bonne loi. Alors vous pourriez vous dire, c'est fini déjà ou... C'est quand même cool, un barde. Je prendrai 5 minutes de moins après. C'est juste pour finir, parce que je vois des têtes là bizarres, des gens qui pensent que ce que je rencontrais c'est des vieux trucs. Galilée, la loi de la chute des corps, c'est 1604, hein, plus de 4 siècles. On pourrait dire c'est complètement dépassé, on est passé à autre chose. En fait, pas du tout. On continue à travailler avec le même type de raisonnement que Galilée. Vous avez sans doute entendu parler de la découverte du boson de Higgs annoncé en juillet 2012. C'est exactement la même histoire. C'est-à-dire que la distance épistémologique entre Galilée et ce qui nous a permis de trouver le boson de Higgs est égale à l'épaisseur d'une feuille de papier. Bon, vous savez qu'il y a plusieurs interactions fondamentales en physique, il y en a 4, j'en reparlerai plus tard.
Et dans les années 60, les gens ont eu l'idée de les décrire en les associant à des groupes de symétrie mathématiques. À l'exception de la gravitation, qui est une force tellement faible qu'on peut la négliger au niveau des particules. Et donc l'idée, c'est ce qu'on appelle les théories de jauge, c'est d'associer un groupe de symétrie à chacune des interactions. Par exemple, l'électromagnétisme, un groupe de symétrie qui est le groupe des nombres complexes de module 1, groupe U de 1. Et une fois que vous avez choisi ce groupe, le fait de l'insérer dans la logique d'une théorie de jauge permet de définir complètement la structure de l'interaction électromagnétique. Et donc si vous avez choisi le bon groupe, eh bien la structure de l'interaction est fixée. Ensuite vous voyez si c'est la bonne ou pas, si c'est pas la bonne vous changez de groupe, si c'est la bonne vous gardez le groupe. Et il se trouve qu'on a pu étendre cette logique-là aux deux autres interactions qui sont des interactions nucléaires, la faible et la forte, et on a trouvé les groupes de symétrie de chacune d'elles. SU2, SU3 pour ceux qui connaissent. Et il se trouve qu'une fois qu'on décrit les interactions dans ce cadre mathématique qui est le même pour toutes les interactions, on a un outil qui permet de prédire les résultats de toutes les expériences qu'on peut faire auprès des collisionneurs de particules, ou à l'époque plutôt des accélérateurs de particules. On envoyait des faisceaux sur des cibles, en Europe, en Russie, aux États-Unis. Et toutes les expériences qui étaient faites donnaient des résultats qui étaient interprétables dans le cadre du modèle standard basé sur ces trois groupes de symétrie. Et puis un jour, il y a des types qui se sont dit, mais finalement, si on suppose que le modèle standard est juste, qu'est-ce qu'il implique vraiment? Certes, il est conforme aux observations, aux mesures, etc. Mais qu'est-ce qu'il veut dire fondamentalement à propos des particules, et notamment de leur masse? Et on découvre, c'est d'ailleurs un calcul assez simple, que si le modèle standard est vrai, alors les masses des particules élémentaires doivent être nulles. Toutes nulles. L'électron doit avoir une masse nulle, les quarks dont on ne parlait pas à l'époque devraient avoir une masse nulle, ce qui n'est pas le cas. Donc il y avait une contradiction entre les lois et les mesures. Évidemment, la plupart des physiciens ont dit que les lois sont fausses. En physique, les faits sont premiers, donc s'il y a une contradiction entre les faits et la théorie, c'est la théorie qu'il faut changer. Et puis il y a trois jeunes gars qui se sont dit, non, il faut se souvenir de Galilée. Le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire on peut expliquer ce qu'on observe par des lois qui contredisent ce qu'on observe. Et donc ces trois jeunes gens, qui s'appellent Peter Higgs, Robert Brout et François Englert, ils ont la trentaine à l'époque, même moins de 30 ans, publient deux papiers. Enfin, Brout et Englert publient un papier ensemble, et Higgs en avait publié un peu avant, une page et demie de calcul, dans lequel ils disent « il se peut que les équations aient raison ». C'est-à-dire, il se peut que les particules élémentaires aient une masse nulle. Mais nous, les physiciens, depuis Newton, nous nous trompons sur ce qu'on appelle la masse. Au lieu de considérer que la masse est une propriété intrinsèque des particules élémentaires, pourquoi ne pas imaginer que la masse est une propriété secondaire qu'elles acquièrent du fait de leur interaction avec le vide, qui du coup n'est pas vide. Et donc ils imaginent que dans le vide il y a un champ quantique, on va appeler le champ de Higgs, avec lequel les particules sans masse interagissent, plus ou moins. Si elles interagissent très fortement, elles seront freinées et on dira qu'elles ont une masse non nulle. Si elles n'interagissent pas, on dira qu'elles ont une masse nulle et qu'elles vont à la vitesse de la lumière. Ce champ, on a postulé son existence en 64. Comme il est quantique, il y a des quantas qui sont associés, on les appelle les bosons de Higgs. Et on a trouvé, 48 ans plus tard, le boson de Higgs au CERN. Ce qui change complètement notre façon de comprendre la masse. Donc c'est juste pour dire que c'est juste la même idée que Galilée. Galilée dit tous les corps tombent à la même vitesse, mais c'est l'interaction qu'ils ont avec l'environnement, en l'occurrence l'air, qui crée une différence de vitesse effective entre les objets lourds et les objets moins lourds. Le modèle standard dit toutes les particules élémentaires ont une masse nulle, mais c'est les différentes interactions qu'elles ont avec le vide qui n'est pas vide, donc leur environnement en fait, qui créent les différentes masses que nous observons. C'est exactement le même raisonnement. Alors avant de parler de l'origine de l'univers, je voudrais vous parler de l'origine de choses qui sont dans l'univers. Parce qu'au XXe siècle, on a compris que la plupart des objets physiques qui sont dans l'univers avaient une histoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours été là, et donc ils sont apparus au terme de processus qu'on a pu identifier. Alors je vais vous donner un exemple qui est l'exemple des atomes. Bon, les atomes existent, ils constituent la matière ordinaire, ils
Ils sont dans les étoiles, ils sont dans nos corps. Et on sait que dans un passé très lointain, l'univers était tel que sa température, par exemple, ou sa densité d'énergie était si élevée que les atomes ne pouvaient pas exister. Et donc les atomes sont apparus au cours de l'histoire, à l'issue de processus qu'on a pu repérer, et qui sont des interactions nucléaires. C'est-à-dire dans l'univers primordial, disons, il y avait des protons, des neutrons, qui subissaient des chocs, et au gré de ces chocs, on a pu constituer des noyaux légers, comme le deutérium, comme le lithium, comme l'hélium, qui sont le résultat de processus d'interaction entre protons et neutrons qui agrègent ces différents éléments dans des noyaux de plus en plus lourds. Tout ça s'est passé très rapidement, en moins de 3 minutes, pour les éléments légers. Ensuite, pendant quelques millions d'années, l'univers était en expansion. Le taux des interactions nucléaires s'est donc abaissé très fortement, de sorte que les éléments plus lourds n'ont pas pu se former. Ce qui a permis qu'ils se forment, c'est l'apparition des étoiles, par condensation du gaz sous l'effet de la gravitation. Donc les étoiles se sont allumées. Les étoiles, elles brûlent de l'hydrogène, elles créent des réactions de fusion qui permettent l'agrégation de protons et de neutrons en plus grand nombre. Et c'est ainsi que se sont formés les noyaux qui vont dans le tableau de Mendeleïev depuis le lithium, qui est assez léger, jusqu'au fer. Pour les atomes plus lourds, qui sont plus lourds que le fer, disons entre le fer et l'uranium, le processus de fabrication, c'est des explosions d'étoiles, c'est-à-dire ce qu'on appelle des supernovas. Quand une étoile a épuisé son combustible, l'hydrogène, elle s'effondre, si elle est très massive, elle s'effondre. C'est très violent, ça provoque l'émission de neutrons très intenses, qui vont, par capture par des noyaux de fer, engendrer tous les noyaux plus lourds que le fer jusqu'à l'uranium. En fait, quand un neutron est capturé, par radioactivité bêta, il devient un proton, et donc dans le tableau de Mendeleïev, on gagne un cran, on va de l'élément N à l'élément N plus 1 jusqu'à l'uranium. Bon. Et donc on a pu identifier ce qu'on appelle l'origine des atomes. Mais vous voyez que l'origine des atomes, dans ce cas-là, c'est l'ensemble des processus qui ont précédé l'apparition des atomes. Et donc, dans notre vocabulaire, le mot origine veut dire achèvement. Décrire l'origine des atomes, c'est décrire l'ensemble des processus antérieurs aux atomes, dont les atomes sont l'achèvement. Donc, origine veut dire conclusion, à rebours du sens que le mot a dans le langage courant. Et vous voyez que tout de suite, on tombe sur un problème, en fait deux problèmes. Le premier problème, c'est si vous vous intéressez à l'origine de l'univers. Et si vous pensez l'origine comme l'achèvement qui a conduit à l'apparition de l'univers, de quoi l'univers pourrait-il être l'achèvement? Si à penser l'origine de l'univers, c'est supposer que l'univers est le résultat ou même la fin d'une histoire précédente. Mais l'origine de l'univers, c'est pas la fin d'une histoire, c'est au contraire le commencement de tout. C'est-à-dire, c'est penser la transition entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose. Donc vous voyez que comprendre les origines des choses dans l'univers, ce qu'on a réussi à faire, n'implique pas qu'on puisse comprendre l'origine de l'univers lui-même. Dans le premier cas, on a affaire à des généalogies, à des processus historiques qui s'engendrent mutuellement. Dans l'autre cas, pour l'univers, on a affaire à une transition radicale entre le non-être et l'être. C'est pas la même chose. Ensuite, je n'ai pas le temps de le faire parce que mon temps est limité, je crois, mais on pourrait généraliser et montrer qu'à chaque fois qu'en physique, et même en science d'une façon générale, on explique l'apparition d'un être physique, on le fait toujours en invoquant l'existence d'un autre être physique. Donc pour parler comme les philosophes, on n'explique l'être que par l'être. Et donc on ne peut expliquer une chose qu'en invoquant l'existence d'une autre chose dont l'existence permet de comprendre l'apparition de la nouvelle chose. Ça veut dire que en physique, toutes les origines auxquelles on a accès sont non pas transcendantes, mais immanentes. C'est-à-dire, elles sont dans le monde. On explique l'apparition d'une chose du monde par l'invocation d'une autre chose du monde. J'ai peut-être parlé tout à l'heure du boson de Higgs, c'était à dessein. On comprend l'origine de la masse, qui est une propriété physique, par l'invocation d'une autre entité physique qui est le champ de Higgs. Donc là encore, on explique l'être que par l'être. La question, et là je reprends la question de l'origine de l'univers, et non pas d'une chose de l'univers, c'est si l'univers a une origine, est-ce que cette origine fait partie de l'univers ou pas? Autrement dit, est-ce que cette origine est immanente, elle fait partie de l'univers, et si c'est le cas, les physiciens peuvent toujours espérer la détecter, ou bien est-ce qu'elle est transcendante?
C'est-à-dire elle ne fait pas partie de l'univers. Bon. Vous voyez que si l'origine de l'univers est transcendante, ça veut dire que l'univers est contingent. L'univers aurait pu ne pas être. Si l'entité en question, disons Dieu, avait décidé de ne pas créer l'univers, il n'y aurait pas d'univers. Donc si vous dites que l'origine de l'univers est transcendante par rapport à l'univers devient contingent. Il est vrai que cette question se retrouve à propos de la question du statut des lois physiques. Parce que beaucoup de physiciens parlent de l'origine de l'univers, ils le font toujours en invoquant l'existence de lois physiques. Mais si l'univers a une origine, c'est-à-dire s'il a été précédé par rien, quel était le statut des lois physiques qui ont permis de régimenter, en quelque sorte, le monde physique? Est-ce qu'elles étaient déjà là? Ou est-ce qu'elles sont apparues au cours de l'histoire? Autrement dit, est-ce que les lois physiques sont transcendantes? Ou est-ce qu'elles sont immanentes? Ça, c'est une question métaphysique à laquelle, je pense, on ne répondra jamais. Mais il faut l'avoir en tête parce que, quand on parle en tant que physicien de l'origine de l'univers, on invoque toujours des lois sans jamais préciser leur statut. Est-ce qu'elles sont de l'univers ou est-ce qu'elles sont hors de l'univers? Et si elles sont hors de l'univers, comment s'appliquent-elles dans l'univers? Par exemple, comment est-ce que des électrons savent qu'ils doivent se repousser par la force électrique? Prenez les deux premiers électrons. Si l'univers a une origine, il y a eu un moment où il n'y a pas d'électrons. Les deux premiers, ils se repoussent. Ça, je le sais parce que je suis allé à l'école. Mais les deux premiers électrons, ils ne sont pas allés à l'école. Donc comment est-ce qu'ils savent qu'ils doivent se repousser? Est-ce que c'est une loi qui est encodée dans leur structure même? Est-ce qu'elle est encodée dans l'univers? Est-ce qu'ils obéissent à des ordres? Est-ce qu'ils lisent une loi qui est écrite sur le tableau noir? Ou est-ce que dans une ébauche de démocratie participative, ils négocient avec l'univers? En disant, voilà, on a des charges électriques négatives tous les deux, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On se repousse. Vous rigolez, mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça s'est passé. Maintenant, le sujet proprement dit. Vous voyez que dans beaucoup de cultures, mais pas dans toutes, contrairement à ce qu'on lit partout, on dit toutes les cultures se sont interrogées sur l'origine de l'univers, dans toutes les cultures on trouve des cosmogonies, c'est faux. Il existe des cultures dans lesquelles il n'y a pas de récit des origines. Ce n'est pas une question obligatoire. On n'est pas obligé, dès lors qu'on a un intellect, de se poser la question de l'origine de l'univers. Par exemple, il n'y a pas de cosmogonie chinoise. Tout simplement parce que la notion de néant n'existe pas en Chine. Et donc pour les Chinois, il y a toujours eu quelque chose, une suite de processus, de sorte que l'univers n'a pas d'origine. Car je le rappelle, penser l'origine de l'univers, c'est penser d'abord l'absence d'univers. C'est penser la transition entre l'absence totale d'univers, c'est-à-dire il n'y a rien, et l'apparition d'une première chose. Alors ça veut dire que c'est penser la transition entre néant et l'être. Est-ce qu'on est capable de penser le néant? Pas sûr. Comme le disait Bergson, le néant est une idée destructrice d'elle-même. C'est-à-dire que dès que vous pensez au néant, fermez les yeux, vous imaginez ce qu'est le néant, vous en faites immédiatement quelque chose qu'il ne peut pas être puisqu'il est néant. Autrement dit, le penser, c'est l'ontologiser, ce qui ne peut pas se produire dès lors que le néant n'est rien. Et donc, Bergson fait cette remarque intéressante, qui est que penser le rien n'est jamais penser à rien. Et donc, le néant est une idée qui se détruit dès qu'on la pense. Et donc, la seule façon de penser le néant, c'est de ne pas le penser. Donc, je ferme cette petite parenthèse. Et j'en viens à la physique. Dans beaucoup d'ouvrages, vous lirez qu'il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on montre que l'univers avait une histoire. Bon, évidemment, c'est faux. Il y a toutes sortes d'ailleurs les cosmogonies. Toutes les cosmogonies racontent l'histoire de l'univers. Donc on raconte des histoires de l'univers depuis toujours, en tout cas dans beaucoup de cultures. Et même en physique, Kant a écrit un traité théorie du ciel, dans lequel il explique comment le système solaire, c'est-à-dire l'univers pour lui, est apparu sous l'effet de la gravitation qui a condensé des nébuleuses. Donc depuis très longtemps, on raconte avec des arguments de physique que l'univers a eu une histoire. Et même au XIXe siècle, quand on a mis sur pied une nouvelle science qui s'appelle la thermodynamique, les gens ont appliqué le deuxième principe de la thermo à l'univers et prédit la mort thermique de l'univers. C'était un processus historique concernant l'univers. Et donc, depuis plusieurs siècles, des gens écrivent « l'univers a une histoire ». Simplement, et c'est ça qui donne un peu de crédit au manuel qui répète l'erreur que j'ai citée tout à l'heure, quand un physicien du XXe siècle dit « l'univers a une histoire »,
il ne dit pas exactement la même chose qu'un physicien du 19e siècle qui dit l'univers a une histoire. Pourquoi? Parce qu'un physicien du 19e siècle, quand il parle de l'univers, il parle de l'enveloppe abstraite qui englobe tous les objets physiques. Et donc quand il parle de l'histoire de l'univers, il parle en fait de l'histoire des objets qui sont dans l'univers. Alors que quand un physicien du XXe siècle dit la même chose, il parle de l'univers en tant que tel, et non pas réduit aux objets qui le constituent. Et ce qui permet cette transition, qui change le sens de la phrase, c'est le fait qu'il y a exactement un siècle, un type qui s'appelle Albert Einstein a écrit, après 10 ans de travail, 8 ans de travail, une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale, dont on va donc fêter le centenaire, le premier centenaire l'année prochaine. Théorie absolument géniale qui change tout à propos de la gravitation. Je n'ai pas le temps d'en dire plus, si ce n'est préciser que pour la première fois, grâce à cette théorie, on dispose d'un formalisme qui permet de considérer l'univers comme un objet physique. L'univers n'est plus l'enveloppe qui contient les objets physiques, il devient lui-même un objet physique. C'est-à-dire un objet qui a des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la courbure de l'espace-temps. Mais la courbure de l'espace-temps, c'est une propriété de l'univers. Ce n'est pas une propriété de quelque chose dans l'univers. Et donc on a un formalisme grâce auquel l'univers peut être décrit comme étant lui-même un objet physique. Einstein, lui, pensait que l'univers était statique. Et il pensait que l'univers n'avait pas d'histoire, ce qui a d'ailleurs créé une certaine confusion sur laquelle on pourra revenir s'il y a des questions. Mais il y a un autre phénomène qui va permettre à l'histoire d'avancer, c'est le fait que des théoriciens, en fait deux essentiellement, l'un qui s'appelle Friedman, qui est russe, l'autre qui s'appelle Lemaitre, qui est un chanoine, un belge, font des calculs à partir des équations d'Einstein et montrent qu'il n'y a pas de solution statique des équations d'Einstein. C'est-à-dire si on croit à la théorie d'Einstein, l'univers ne peut pas être statique, sauf à rajouter des constantes bizarres, je passe les détails. Mais il y a surtout un monsieur qui s'appelle Hubble, qui est catcheur, c'est son métier, mais qui la nuit fait des observations avec le télescope le plus puissant de l'époque, qui est un télescope Hooker, qui est installé au mont Wilson, et il regarde le mouvement des nébuleuses. Nébuleuse, c'est l'ancien nom pour galaxie. Donc il regarde le mouvement des galaxies, mais il regarde dans un tout petit coin du ciel. Quand on regarde aujourd'hui l'espace qu'il a exploré, par rapport à celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est une toute petite partie. Mais elle est suffisamment grande pour qu'il observe que les galaxies s'éloignent les unes des autres d'autant plus rapidement que leur distance relative est plus élevée. Et donc il observe ce qu'il appelle la fuite des galaxies, avec l'idée que les galaxies se fuient les unes des autres comme dans un gaz. La distance qui les sépare augmente au cours du temps, de sorte que leur distance finit par devenir très grande et on a l'impression d'une dilatation, non pas de l'espace lui-même, mais des objets qui l'occupent. Et pour Hubble, l'espace était fixe en fait. C'est le mouvement des galaxies qui faisait qu'on avait ce mouvement. Les galaxies se déplaçaient dans l'espace. Il y avait une conception newtonienne de l'espace. Mais, c'est là que ça devient intéressant, c'est que si on interprète les mêmes données, celles que recueille Hubble, non plus dans le cadre de la physique classique où l'espace est statique, mais dans le cadre des équations d'Einstein, l'interprétation des phénomènes ou des faits qu'on observe devient complètement différente. Il y a eu, je crois, il y a 2 ans, un sujet de bac en philo pour les classes scientifiques qui était « Peut-on avoir raison contre les faits ?» Et pour avoir une bonne note, il fallait dire, je crois, non. Beaucoup d'élèves ont parlé de l'affaire Strauss-Kahn pour argumenter, ce n'était pas forcément la bonne référence. Mais la bonne réponse à la question, c'est oui, évidemment, on peut avoir raison contre les faits, puisque si les faits nous sont donnés au prix d'une interprétation qui est fausse, on peut se tromper. Et donc on peut avoir raison contre les faits si l'interprétation par laquelle on les a d'abord lus se révèle erronée. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, si vous prenez les mêmes faits, les galaxies s'éloignent, et que vous interprétez ce phénomène dans le cadre des équations d'Einstein, l'interprétation change complètement. Au lieu de dire les galaxies bougent, vous dites les galaxies sont immobiles. C'est pas le même message.
Alors pourquoi on les voit bouger? Parce que l'espace qui les sépare se dilate. C'est l'espace qui s'étend et pas les galaxies qui bougent. C'est pas le même truc. Et à partir de ce moment-là, on commence à faire de la cosmologie scientifique, et grâce à elle, on défend l'idée, on semble défendre l'idée que l'univers a une histoire. Parce que si vous couplez les équations d'Einstein avec les résultats de Hubble interprétés dans le cadre de ces équations, par vos calculs sur le papier, vous avez un univers observable qui, quand vous extrapolez vers le passé, devient de plus en plus petit, de plus en plus dense, et on comprendra un peu plus tard, de plus en plus chaud. Il faut qu'il soit plus chaud pour permettre la formation des atomes dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour qu'une étoile fasse des atomes plus lourds, il faut des températures très élevées. Donc dans le passé, l'univers observable était plus petit, plus dense, plus énergétique, etc. Et quand vous extrapolez aussi loin que possible avec la même équation, vous aboutissez à un univers qui devient ponctuel. Alors, ponctuel, ça ne veut pas dire qu'il arrive à l'heure. Contrairement à ce que les étudiants croient parfois, ça veut dire qu'il a un volume nul, comme un point. Il a un volume nul, et il a une température infinie, et il a une densité infinie. C'est ce qu'on appelle une singularité, et en l'occurrence, on l'a appelé la singularité initiale, puisqu'on lui a associé un instant zéro. Et à partir de 1949, les gens ont un modèle, comme ça, qu'on appelle le modèle d'évolution dynamique de l'univers, dans lequel on traduit cette évolution à partir d'un instant zéro associé à une température infinie et associé mathématiquement à une singularité. Et puis on peut retracer toute l'histoire, la formation des atomes, jusqu'à l'univers d'aujourd'hui. Un astrophysicien anglais qui s'appelle Fred Hoyle, qui est invité à la BBC en 1949, raconte ce modèle. Et pour s'en moquer, parce qu'il n'y croyait pas, dit c'est comme un Big Bang. Et donc il commence à penser cet instant zéro auquel il ne croit pas comme une gigantesque explosion qui aurait engendré tout ce qui existe, c'est-à-dire la matière, l'espace, le temps, l'énergie, le rayonnement, etc. Et comme nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, il y a eu un amalgame entre le Big Bang et le Fiat Lux. Car le Big Bang, c'est la création de l'univers. Avec évidemment l'apparition d'une zone de concurrence ou même de conflit entre la science et la religion, qui constitue d'ailleurs une querelle toujours actuelle. On raconte que quand Stephen Hawking a rencontré Jean-Paul II au Vatican, je crois que c'était en 92, à une époque où l'un et l'autre pouvaient encore parler, non, mais c'est... Non, c'est vrai, après ils ne pouvaient plus vraiment communiquer. La discussion s'est terminée par les mots suivants. Jean-Paul II a dit à Stephen Hawking, monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord, ce qu'il y a après le Big Bang, c'est pour vous, ce qu'il y a avant, c'est pour nous. C'est-à-dire une séparation entre l'immanence et la transcendance. Encore un peu comme... Donc tout ça est très intéressant, c'est-à-dire toutes les questions métaphysiques qui sont enclenchées par cette image du Big Bang sont pertinentes. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qui a fait office d'allumette cosmique? Et Dieu dans tout ça, etc. sont des questions intéressantes. La question est de savoir si ce ne sont pas des questions prématurées. Et c'est ça que je voudrais expliquer en 5 minutes, puisque le message que je voudrais transmettre, c'est que notre façon de parler du Big Bang aujourd'hui, qui correspond à ce que je viens de raconter, et nous parlons du Big Bang aujourd'hui comme on en parlait il y a 50 ans. La question, est-ce que nos connaissances en physique aujourd'hui n'ont pas évolué d'une façon telle qu'elles rendent caduque cette façon de parler? Et la réponse, évidemment, c'est oui. Pour une raison très simple, que d'ailleurs vous pouvez comprendre à partir des quelques éléments que je vous ai donnés. Je vous ai dit, la relativité générale d'Einstein, qui est une théorie de la gravitation, est une théorie qui ne décrit que la gravitation. Et en effet, à grande échelle, l'univers est dominé par la gravitation. C'est la force qui est la plus faible en termes d'intensité. C'est une force en fait nulle, quasiment nulle, mais elle est toujours attractive, et donc elle est cumulative. Ce qui fait que vous êtes assis sur vos chaises, c'est le fait que chacun des atomes de votre corps est attiré par chacun des atomes de la Terre. La force entre un atome de votre corps et un atome de la Terre, elle est nulle. La force d'attraction. Mais comme il y a beaucoup d'atomes dans la Terre, et il y en a beaucoup dans votre corps, la résultante fait votre poids.
Votre poids, c'est la résultante de toutes ces interactions. Donc c'est une force qui est très faible, mais comme elle est cumulative, elle s'impose à grande échelle. Par exemple, si vous prenez un objet de taille quelconque, par exemple une table, et si vous le faites grossir, il y a un moment où la table ne pourra plus avoir la forme d'une table. Elle deviendra sphérique. Autrement dit, un objet gros ne peut être que sphérique. Oui. Je ne sais pas ce qui vous fait rire là-dedans. Les objets à notre échelle, par une table ou n'importe quel objet de taille analogue à notre propre taille, peuvent avoir n'importe quelle forme. La raison, c'est qu'un objet comme la table est dominé par la force électromagnétique, qui est tantôt attractive, tantôt répulsive, ça dépend des charges. Et c'est le fait qu'il y ait cette attraction ou cette répulsion qui permet à des objets de taille quelconque d'exister. Mais à grande échelle, c'est la gravitation qui domine et qui impose que les objets deviennent sphériques. On ne pourrait pas avoir une étoile cubique, par exemple. Même si on pouvait la fabriquer, elle ne tiendrait pas. Dès qu'on relâche la pression, elle devient sphérique. Okay. Et donc, la gravitation est effectivement la force qui domine à grande échelle, mais ce n'est pas la seule qui existe. Il y a les forces nucléaires dont j'ai parlé tout à l'heure, et il y a la force électromagnétique. Et donc, quand vous faites votre calcul là, vers le passé, il y a un moment où l'énergie des particules est tellement élevée, parce que je vous rappelle que la température augmente, l'énergie augmente, l'énergie des particules est tellement élevée que vous ne pouvez plus considérer qu'elles sont simplement soumises à la gravitation. Elles sont soumises aux autres forces, qui ne sont pas décrites par la théorie d'Einstein. Donc les calculs que vous faites sont mathématiquement justes, mais ils sont physiquement faux, puisqu'ils ne décrivent pas les conditions physiques et les interactions que subissent les particules lorsque ces conditions physiques sont réalisées. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Les collisions qu'on fait au LHC, qui nous ont permis de découvrir le boson de Higgs, c'est des collisions entre protons, et chaque proton a l'énergie cinétique d'un moustique en vol. Bon, Michel Spiro en parlera demain. L'énergie d'un moustique, c'est pas beaucoup. Sauf que dans le cas d'un moustique, toute l'énergie du moustique est distribuée sur les milliards et les milliards de particules qu'il contient. Donc l'énergie par particule est très faible. Mais dans un accélérateur de particules, toute l'énergie d'un moustique est conférée à un seul proton. Donc la densité d'énergie est colossale, et on fait des collisions de protons, qui sont des collisions qui, dans un petit volume d'espace-temps, vont déposer toute l'énergie des moustiques, pendant un temps très bref, dans le vide quantique. Et donc on va recréer dans le présent les conditions physiques du passé. Et comme les lois physiques n'ont pas changé, on va voir se développer dans le présent les phénomènes physiques du passé. Ça ne veut pas dire qu'on remonte le temps. Ça veut dire qu'on recrée dans le présent les conditions du passé, et comme les lois n'ont pas changé, on voit dans le présent les phénomènes physiques du passé. C'est comme ça qu'on a eu le boson de Higgs. Quand les lois n'ont pas changé, on y reviendra, mais elles n'ont pas changé. Je ne parle pas des lois de la physique, hein. Je parle des lois physiques. Je parle des lois qu'on cherche. Les lois de la physique, elles changent évidemment. Einstein, c'est pas Newton, mais je parle des lois physiques, celles qu'on cherche. Et donc, on fait ça. Et si vous allez voir ce qui se passait dans l'univers quand l'énergie des particules était plus grande que celle d'un moustique en vol, on n'a plus de données expérimentales. On n'a plus rien, on n'a que des calculs. Et vous voyez bien qu'il y a un moment, quand vous faites cette exploration dans le passé, où le fait de se contenter de la relativité générale pour décrire ce qui se passe devient problématique. Parce que vous oubliez 3 interactions sur 4, ce qui fait beaucoup quand même. Et le moment en deçà duquel on sait que les équations d'Einstein deviennent physiquement fausses, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est un moment dans l'histoire de l'univers où il ne s'est rien passé de spécial pour l'univers. L'univers qui passe par là ne se dit pas tiens, je franchis le mur de Planck. Pour lui, c'est anodin. Simplement, ça montre que nos équations en deçà du mur ne fonctionnent plus. Il y a des infinis qui apparaissent, des théories deviennent contradictoires les unes avec les autres. De sorte que l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire nous sommes capables de décrire l'histoire de l'univers depuis le moment où les particules avaient l'énergie d'un moustique jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire a duré 13,7 milliards d'années. On est capable, par des calculs, de dire ce qui s'est passé entre le mur de Planck et où l'énergie des particules était l'énergie d'un TGV. Au moment où l'énergie n'était plus que celle d'un boson de Higgs, ça c'est des calculs qui nous disent, en lesquels on peut avoir plus ou moins confiance.
Et puis en amont du mur de Planck, on est sec. Mais le mur de Planck, c'est pas l'origine. Il y avait quelque chose avant. La question, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant? Et pour le savoir, il faut faire un travail très compliqué qui consiste à unifier, comme on dit, la physique quantique qui décrit les trois autres interactions et la relativité générale qui ne décrit que la gravitation. Et c'est ça qu'on cherche depuis 40 ans. Pour l'instant, il y a des théories qui sont candidates, qui sont à l'ébauche. On ne sait pas laquelle est la bonne. Celle dont vous avez sans doute entendu parler, qui est la plus explorée, disons, c'est la théorie des supercordes. La théorie des supercordes, elle suppose que si on pouvait voir les particules avec un microscope super puissant, on verrait non pas des points, mais des cordes qui vibrent dans des espaces-temps à 10 dimensions, ou 26, enfin, en tout cas c'est pas 4, et qui sont des objets élémentaires dont les différences harmoniques, les différentes excitations, sont les particules que nous connaissons. L'électron, c'est un mode de vibration particulier, les quarks, c'est un autre mode de vibration, le neutrino, etc. Il y a même des modes de vibration à plus haute énergie qu'on ne voit pas, c'est des particules massives qu'on n'a pas encore détectées. Et puis il y a des théories alternatives, je n'ai pas le temps d'en faire la liste, mais le point important, et c'est ça la conclusion à laquelle je veux arriver, le point important, c'est que quelle que soit la piste théorique que vous utilisez pour franchir le mur de Planck, c'est-à-dire pour unifier la physique quantique et la relativité générale d'Einstein, la singularité initiale, lorsque vous appliquez ces théories à l'univers primordial, s'évanouit. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus. En tout cas, il n'y en a plus à l'endroit où vous croyez qu'il y en avait une. Je vais vous donner un exemple, parce que je vois à vos têtes que je n'ai pas été compris. Prenez la théorie des supercordes. C'est une théorie compliquée, très compliquée mathématiquement, mais elle permet de faire une prédiction qui est sûre si elle est vraie. Et cette prédiction, c'est que la température maximale dans l'univers est nécessairement finie. Finie, ça veut dire non infini. Ça veut dire qu'en tout point de son espace, et à tout instant de son histoire, la température qu'on trouvait dans l'univers à un endroit donné était inférieure à une certaine valeur qu'on peut calculer, qui est très grande, mais qui n'est pas infinie. Et vous voyez qu'il suffit que je dise cela pour que l'instant zéro dont j'ai parlé tout à l'heure passe un seul quart d'heure. Parce que je vous ai dit, l'instant zéro de l'ancien modèle, il correspond à une température infinie. La théorie des cordes vous dit qu'il ne peut pas y avoir de... Il apparaît dans vos équations parce que vous ne décrivez que la gravitation dans les équations d'Einstein. Cette singularité apparaît parce que vous avez un modèle qui est réduit. Si vous prenez un modèle complet qui décrit les 4 interactions, la singularité telle qu'elle était pensée avant disparaît. Alors ça s'explique très bien, c'est enseigné au Collège de France, pas loin d'ici, par Veneziano et d'autres. Quand vous appliquez la théorie des cordes à l'univers primordial, vous avez un univers d'avant qui est en contraction, sa température augmente jusqu'à atteindre la valeur maximale autorisée par la théorie des cordes, et avant que sa taille devienne nulle, une fois qu'il a atteint cette température maximale, il ne peut pas se contracter davantage, parce que ça augmenterait sa température, donc il rebondit sur lui-même, et devient l'univers en expansion que nous connaissons. Et donc, dans ce modèle-là, ce que vous appelez le Big Bang associé à l'instant zéro n'est plus une singularité engendrant tout ce qui existe, c'est une transition de phase entre l'univers d'avant et l'univers d'après. Alors, comme la théorie des cordes est une théorie qu'on n'a pas pu tester, on ne sait pas si c'est la bonne théorie. Donc, si c'est la bonne théorie, la conclusion que je viens de tirer est bonne, mais si elle n'est pas bonne, la conclusion que j'ai tirée n'est pas bonne. Et donc ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que disent les autres pistes théoriques qui envisagent le même programme, unifier les interactions, dont certaines s'appuient sur des principes complètement différents de la théorie des cordes. Et le point commun entre toutes ces pistes, quelles qu'elles soient, c'est trop long à expliquer, mais c'est expliqué dans le livre, disons, c'est que toutes, quelles que soient les hypothèses sur lesquelles elles s'appuient, lorsqu'elles s'intéressent à une situation dans laquelle on est obligé de marier la physique quantique et la relativité générale, toutes font disparaître la singularité. Autrement dit, toutes mettent en scène un avant du point zéro. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'origine. C'est-à-dire que l'origine est déplacée vers un ailleurs qu'on ne peut pas détecter.
Autrement dit, aujourd'hui, nous n'avons pas de preuve scientifique du fait que l'univers est l'origine, et nous n'avons pas de preuve scientifique du fait qu'il n'en a pas eu. Autrement dit, la question, l'univers a-t-il une origine? Que je reformule autrement, en posant la question, est-ce que l'univers a été précédé par rien? Est une question ouverte. La réponse est on ne sait pas. Alors que tous les discours qu'on entend ici ou là postulent qu'il y a une origine et il faut trouver laquelle. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'en général, quand une revue annonce qu'on a compris l'origine de l'univers, on nous dit, selon tel théoricien, l'origine de l'univers, c'était ceci. Le vide quantique, ou je sais pas quoi. Alors, c'est bizarre comme formulation. Parce que si vous mettez quelque chose à l'origine de l'univers, de deux choses l'une, ou bien cette chose a toujours été là, dans ce cas, il n'y a pas d'origine. S'il y a toujours eu quelque chose, c'est que l'univers a toujours été quelque chose, incarné d'une façon ou d'une autre, mais il y a toujours eu quelque chose. Donc il n'a pas été précédé par du néant. Dans ce cas, il n'a pas eu d'origine. Ou bien cette chose dont vous dites qu'elle est à l'origine de l'univers est en fait l'effet d'une cause qui l'a précédée. Elle-même dérive d'autre chose. À ce moment-là, ce n'est pas l'origine. D'accord? Donc vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas nommer l'origine, puisque dès que vous la nommez, vous la rendez problématique. C'est intéressant de regarder la question que je posais tout à l'heure sur le statut des lois. Je dis non pas pour m'en moquer, mais pour montrer qu'on peut se laisser aller à des situations où les digues intellectuelles cèdent brutalement. Stephen Hawking a fait écrire il n'y a pas très longtemps un livre qui s'appelle Le grand dessin de l'univers, sur la théorie des cordes justement. Et la dernière page, comme toujours chez lui, est une page qui évoque Dieu. Alors dans le livre précédent, il nous avait dit que bientôt on connaîtra la pensée de Dieu. Ce qui est intéressant parce qu'on apprend du coup que Dieu pense, ce qui est une question ouverte en théologie, comme vous savez. Dieu pense. Est-ce qu'on a le droit de dire que Dieu pense? Et là, il nous dit, non, finalement, on peut comprendre l'origine de l'univers sans invoquer Dieu, il suffit d'invoquer les lois de la gravitation. Donc les lois de la gravitation, par leur seule présence, alors qu'il n'y a pas de matière, pas d'espace, pas de temps, pas d'énergie, ont suffi pour créer l'univers tel qu'il est, avec des êtres humains à l'intérieur. Vous voyez que c'est des situations un peu risibles. Parce que si vous dites que la gravitation a créé l'univers, la loi de gravitation, on ne sait pas très bien où elle est écrite, ni quel statut elle a. Si la loi de gravitation a créé l'univers, ça signifie que la gravitation, finalement, c'est Dieu si vous définissez Dieu comme étant le créateur de l'univers. Donc, Dieu, c'est la gravitation. Et donc, si en quittant cette scène, je trébuche sur l'estrade, je m'étale devant vous, sous l'effet de la gravitation, en fait, ça signifiera que je suis en train d'accomplir une action de un four à micro-ondes. Il marche tous les jours. Oui, mais ça, c'est sur une échelle de temps. D'accord. Mais si vous regardez une étoile très lointaine, vous pouvez mesurer la lumière qu'elle nous envoie et voir qu'elle est émise par les mêmes atomes selon les mêmes lois physiques que les atomes qui sont sur Terre. Donc si vous regardez une étoile qui a 12 milliards d'années-lumière, le fait qu'il y ait ce fait que je viens d'évoquer montre que les lois physiques il y a 12 milliards d'années étaient comme aujourd'hui. Donc déjà sur 12 milliards d'années, vous êtes tranquille. Okay. Enfin, quand vous écrivez une loi de physique, n'importe laquelle, il y a le paramètre T dedans. Vous avez remarqué que T, dans les équations de la physique, ne dépend jamais de T? Eh oui. Oui. Quand vous écrivez une loi physique, T ne dépend pas de temps, ne dépend pas du temps. On peut même défendre l'idée que le temps, c'est la seule chose dans l'univers qui ne dépend pas du temps. C'est-à-dire le temps en passant ne change pas sa façon d'être le temps. Et donc le fait que quand vous écrivez une loi de physique, vous ne soyez pas obligé de dire à quel instant vous l'écrivez, signifie que vous considérez qu'elle est invariante par translation du temps. Qu'elle était la même il y a 10 milliards d'années, ou il y a 12 milliards d'années, et qu'elle sera la même dans 15 milliards d'années. D'accord ? Maintenant, quelque chose d'encore plus profond, c'est que finalement le temps en physique, il apparaît comme le vecteur de l'invariance des lois. Il y a une physicienne allemande qui s'appelle Emmy Noether qui a démontré un théorème qui porte son nom, très important, le théorème de Noether, qui montre que le fait de postuler que les lois physiques ne changent pas au cours du temps a comme conséquence la conservation de l'énergie. Donc le fait que l'énergie se conserve
est une preuve indirecte de l'invariance des lois. Alors c'est un calcul assez compliqué, mais on peut faire la démonstration par l'absurde. C'est-à-dire on peut montrer que si les lois physiques dépendaient du temps, l'énergie ne serait pas conservée, au sens où on pourrait créer de l'énergie à partir de rien. Alors si je vous dis par exemple que on vient de découvrir que la loi de la gravité, la constante G Newton qui est dans la loi, est plus forte à minuit qu'à midi. Je vous apprends là, scoop, on vient de découvrir que G est une fonction qui oscille, qui est périodique, qui est plus forte à minuit qu'à midi. Qu'est-ce que vous faites? Et voilà, quand il est midi, la gravité est faible. Je prends tous les objets massifs que je connais, qui soient à portée de main, je les monte au sommet de l'immeuble. Ce qui me coûte un certain travail. Mais là-haut, je fais la sieste et j'attends minuit. À minuit, la gravité est plus forte, je les laisse tomber par terre. Et en les faisant tomber, je récupère plus d'énergie que celle dépensée pour les faire monter. Donc je crée de l'énergie à partir de rien. Je viole la conservation d'énergie. Or que je sache, ça n'est pas ce que vous faites. Donc vous croyez bien à la conservation d'énergie. C'est QFD. Oui, quand vous faites de l'astrophysique observationnelle, vous détectez la lumière qui vient des objets célestes. Et il y a un moment dans l'histoire du passé où vous ne pouvez plus rien voir en amont. C'est parce que pendant 400 millions d'années, non c'est 400 000 ans, l'univers était opaque à sa propre lumière. Il y avait tellement de densité de particules que les photons, la lumière, dès qu'ils faisaient un pas, ils cartonnaient les particules et donc la lumière était piégée par la matière. Et grâce à l'expansion, il y a un moment où la température est tombée à 4000 degrés Kelvin. Là, les atomes d'hydrogène ont pu se former et les photons n'interagissent pas avec les atomes. Et donc la matière est devenue transparente. Ça s'est fait tout d'un coup et ça a été la libération de la lumière. Ce qu'on appelle le fond diffus-cosmologique, qui à l'époque avait 4000 ans, aujourd'hui il a 2,7 degrés, il est partout présent, on l'appelle aussi la lumière fossile. Or l'inflation cosmique, c'est l'idée que l'univers avant le mur de Planck a vu sa taille multipliée par 10 puissance 50 en 10-30 secondes. Il y a un truc assez sérieux. Il y a une hypothèse qui avait été proposée par des théoriciens en 1980, justement pour rendre compte de deux faits d'observation qui sont bizarres. Le premier, c'est que l'univers est plat. Alors plat, ça ne veut pas dire plan, hein. Je n'ai pas dit qu'il était à 2 dimensions. Plat, ça veut dire sans courbure. Ça veut dire que si vous prenez 3 galaxies quelconques, elles forment un triangle dans l'espace, et si vous mesurez la somme des angles de ce triangle, vous trouvez 180 degrés, comme c'est le cas en géométrie euclidienne habituelle. Alors qu'en géométrie courbe, si vous tracez un triangle sur un ballon, par exemple, la somme des angles, c'est pas 180. Donc tout se passe comme si l'univers était plat dans une géométrie euclidienne. Pourquoi? La courbure, elle pourrait être négative, elle peut être positive, elle peut avoir n'importe quelle valeur. Pourquoi c'est pile zéro? Puis l'autre propriété, c'est le fait que l'univers est homogène. Quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, on voit les mêmes choses. La lumière fossile est isotrope, etc. Et il y a des théoriciens en 80 qui ont émis l'hypothèse qu'il y avait cette inflation. Et cette inflation, elle permet de comprendre les deux choses qui semblent miraculeuses si on ne la met pas. Par exemple, la platitude. L'inflation, elle vous dit simplement que l'univers observable n'est qu'une toute petite partie de l'univers réel. Vous êtes comme à la surface d'un ballon, ou même à la surface de la Terre, disons, et localement, vous avez l'impression que l'espace qui vous entoure est plat. On a longtemps cru que la Terre était plate. Quand vous êtes à la surface d'un ballon, vous voyez autour de vous, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de courbure. Et donc, l'hypothèse de l'inflation permet de comprendre que si l'univers est plat pour nous, c'est non pas parce qu'il est vraiment plat, c'est parce que l'univers qui nous est accessible, l'univers observable, est une toute petite partie, tellement petite que la courbure généralisée nous est masquée. Alors c'est une idée séduisante, mais elle a encore à démontrer, puisque il faut quand même avoir en tête une chose, c'est qu'au XXe siècle, on a fait en physique énormément de découvertes. Au début du XXe siècle, par exemple, on ne connaissait qu'une particule qui était l'électron. Une seule. Le proton, c'est 1911, le neutron, 1932. Après, il y a eu les muons et d'autres particules dans l'événement cosmique. Mais au moment où on met sur pied la physique quantique, dans les années 20,
on ne connaît que deux particules. L'électron, le proton, pour les particules de matière, et le photon pour la lumière. C'est tout. Et c'est grâce à seulement ces particules-là qu'on fait la révolution quantique. Et on est toujours dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les quarks, les particules élémentaires en grand nombre, on a des interactions qui n'étaient pas connues à l'époque, des interactions nucléaires. Et malgré toutes ces découvertes, le socle de la physique quantique est inchangé. Pareil pour la relativité générale ou même restreinte, 1905, on est toujours dans le même cadre. Donc en physique, ça fait quand même plus d'un siècle, disons, plus d'un siècle pour les relativités et moins d'un siècle, mais presque un siècle pour la mécanique quantique, il n'y a pas eu de révolution. Alors qu'il y a des découvertes innombrables. Et quand vous avez des révolutions qui ne sont remises en cause par aucune des découvertes ultérieures, c'est que c'est du béton quand même. Regardez, quand on a mis sur pied la physique quantique, on avait accès à des résolutions spatiales de 10-10 mètres. Aujourd'hui, on a 9 ordres de grandeur plus petits, et c'est toujours la même physique. Donc c'est quand même du solide, si vous voulez. Quand la physique quantique a été mise sur pied, quand on a découvert ensuite les interactions nucléaires, beaucoup de physiciens ont dit c'est pas la peine qu'on s'occupe de l'interprétation de la physique quantique, on va trouver de nouvelles lois dans le noyau. Et en fait, non, c'était les mêmes. Si vous voulez, quand une théorie marche au point que même lorsqu'elle prédit des résultats absolument étonnants, ces résultats sont confirmés par l'expérience, je pense à la physique quantique, c'est pas un hasard. Ça ne veut pas dire que les théories décrivent la réalité. C'est pas ça que je dis. Mais au moins, elles la touchent. Je pense que les théories physiques touchent le réel physique. Sinon, vous devez imaginer que ça relève du miracle à chaque fois qu'il y a coïncidence entre un résultat expérimental et une théorie physique. Songez quand même que le boson de Higgs qu'on a découvert en 2012, c'est exactement le boson qu'il y avait dans les équations. C'est-à-dire la partie qu'on a découverte est exactement celle qu'on avait calculée. Donc soit vous dites c'est un coup de bol incroyable, soit vous dites les arguments qu'on a utilisés pour prédire son existence et pour le caractériser sont des arguments que la nature reconnaît comme les siens propres. D'accord ? Sinon, je pense que vous êtes obligé de croire au miracle en permanence. Le fait que les lasers fonctionnent, c'est un miracle. Le fait que... Non, si vous êtes littéraire, enfin, si certains d'entre vous le sont, souvent les littéraires ils pensent que la physique c'est une sorte de discours parallèle qui est plus rigoureux peut-être, mais qui n'a pas le monopole de la vérité. Soit. Mais sur les questions qui la préoccupent, la physique a une efficacité incroyable, presque miraculeuse pour le coup, tellement elle est incroyable. Si vous faites une expérience de physique un peu compliquée, faites des calculs avant qui permettent de prédire les résultats que vous pourriez obtenir si la théorie que vous utilisez est juste. Vous quittez l'espace physique ordinaire, vous êtes dans des espaces de Hilbert, des espaces vectoriels, de dimension infinie. Vous n'êtes plus dans le réel tel qu'il est donné à nous empiriquement. Vous êtes dans l'abstraction. Vous faites des calculs énormes qui aboutissent à des nombres réels qu'on peut mesurer. Faites la mesure, ou la faites faire dans l'univers physique habituel par des grosses expériences, et c'est le même nombre qui sort. Qu'est-ce que vous en déduisez ? La première fois que ça vous arrive, c'est forcément un choc incroyable. Comment des calculs abstraits peuvent rendre compte du réel empirique ? D'où ça vient ? Ça, c'est une question très, très, très impressionnante. Et il faut l'interroger à la hauteur où elle se situe. C'est-à-dire que les mathématiques en physique, c'est pas simplement une façon de sténographier le réel et de l'exprimer de façon condensée. Les mathématiques en physique au XXe siècle ont agi comme un treuil ontologique, c'est-à-dire ont permis de prédire par des arguments mathématiques l'existence d'objets ayant une nature qu'on n'a jamais vue. Le photon, les neutrinos, le neutron, les quarks, les bosons intermédiaires, le boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'est une particule qui est décrite par ce qu'on appelle un champ scalaire. La première fois qu'on voit un champ scalaire dans l'univers. Donc on découvre une nouvelle sorte d'objet. Et on l'a découverte parce qu'on l'avait calculée. Si on n'avait pas calculé, on ne l'aurait pas découverte. Donc ça, c'est impressionnant. Et quand on a découvert le Higgs, je peux vous dire, les gens qui le cherchaient depuis 40 ans, et même les plus jeunes qui sont venus plus tard dans l'histoire, tout le monde pleurait. Non mais il y avait une émotion incroyable, c'est une espèce de... Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça.
Quand une expérience donne un résultat conforme à ce qu'on a calculé. C'est incroyable. À propos d'une chose qu'on ne connaît pas. Regardez, Dirac, Pauli, Heisenberg, Gamow, Majorana, etc. sont des gens qui naissent tous entre 1900 et 1902. Pourquoi, à votre avis? Est-ce que Becherel, c'est en 99? Non, c'est parce que quand ils ont 18 ans, ils sont en terminale. Ils lisent les journaux. Et tiens, il se passe des choses en physique. On va s'orienter vers la physique. Alors que la physique est très peu enseignée, ils changent. Ils apprennent en autodidacte la relativité générale. Et puis 5 ans après, il n'y a plus vraiment d'études à faire parce que c'est une théorie qui n'a pas d'application. Et ils vont vers la physique quantique pour comprendre l'atome et c'est eux qui la formulent. Les pères fondateurs de la physique quantique ont tous 25 ans au moment où ils font leur découverte. Et donc c'est un effet indirect de la promotion médiatique de la déviation des rayons lumineux pendant les éclipses du soleil. On verra bien si dans 20 ans, des jeunes gens, le 4 juillet 2012, ont eu la révélation de leur vocation. Vous connaissez l'anagramme de l'accélérateur de particules? L'anagramme de l'accélérateur de particules, donc vous prenez les lettres, vous changez, ça donne éclipsera l'éclat du créateur. Et donc le boson de Higgs, c'est la particule de Dieu? Non, non. Le vrai nom du boson de Higgs, c'est le boson scalaire. Le boson scalaire, ça fait bière sans alcool. On est très loin de la particule de Dieu. Et quand on prend le boson scalaire de Higgs, là il y a une anagramme vraiment intéressante qui est l'horloge des anges ici-bas. Le boson scalaire de Higgs, l'horloge des anges ici-bas. C'est exactement le sens qu'il a en physique. Si ce qu'on a compris avec le mécanisme de Higgs, c'est qu'en fait dans l'univers primordial, les particules élémentaires n'avaient pas de masse. Donc elles allaient à la vitesse de la lumière. Et le vide était vide. Et tout d'un coup, le champ de Higgs s'est installé partout. Et les particules qui étaient sans masse se sont mis à interagir avec lui, plus ou moins fortement, et c'est ça qui a engendré leur masse. Comme si elles avaient des skis, le champ de Higgs c'est un champ de neige, les particules qui ont des skis bien fartés glissent sans frottement, elles n'ont pas de masse, celles qui ont des skis mal fartés glissent avec frottement, elles ont une masse. Ok? Et ce champ de Higgs, il a apparu à l'issue de ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie. Et là, une brisure spontanée de symétrie, c'est une situation dans laquelle le discours par lequel on la décrit est plus symétrique que la situation elle-même. Donc je vous donne un exemple. Il paraît qu'il y a des endroits où on trouve des maris qui cherchent des jeunes filles et des jeunes filles qui cherchent des maris. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, il paraît qu'il y a des endroits comme ça. Vous voyez que le discours par lequel je décris la situation, il est symétrique. Les jeunes filles et les maris ont des rôles exactement identiques. Mais dans la réalité, c'est pas vrai. Parce qu'un mari qui cherche une jeune fille, c'est un mari qui cherche une jeune fille qui est une jeune fille. Alors qu'une jeune fille qui cherche un mari, c'est une jeune fille qui cherche un homme qui n'est pas un mari. Donc la situation n'est pas symétrique. Alors que le discours par lequel on la décrit l'est. Ok? Eh bien, l'idée, c'est qu'à l'issue d'une brisure de symétrie comme celle-là, le champ de Higgs s'installe, les particules acquièrent de la masse, et comme vous le savez, en physique d'Einstein, de relativité, pour qu'une particule ait un temps propre, il faut qu'elle ait une masse non nulle. Et donc l'apparition du champ, c'est le démarrage de l'horloge propre des particules. Avant, c'était des espèces d'anges sans masse, allant à la vitesse de la lumière. Et dès que le champ de Higgs est là, ce sont des particules massives dont la vitesse est plus basse que celle de la lumière. Et qui ont un temps. Donc c'est le démarrage du temps de la matière. D'ailleurs, la vitesse de la lumière a une belle anagramme. L'anagramme de la vitesse de la lumière, c'est limite les rêves au-delà. C'est exactement le sens qu'elle a en physique. Moi, ce dont je rêve, c'est que ça démontre l'existence des particules de Majorana. Majorana, c'est un physicien qui a disparu en 1938 et qui a fait une prédiction à propos de particules qui pourraient être leurs propres antiparticules et qui pourraient, et on le sait maintenant, constituer la matière noire. Donc, si le LHC ou la machine d'après pouvait voir ça, ce serait sympa. J'ai toujours pensé, d'ailleurs, je pense toujours que la physique, elle produit ce que d'aucuns appellent des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire, elle ne vient pas répondre aux questions philosophiques, évidemment, mais à propos de certaines questions philosophiques,
concernant par exemple le temps, la matière, etc., elles apportent des arguments qui viennent éclairer l'ensemble des réponses possibles. Et qui peut-être parfois même viennent détruire certaines réponses. Et donc il faut entendre ça, c'est-à-dire il faut voir en quoi certaines découvertes viennent modifier la façon dont on peut répondre à certaines questions très importantes. Enfin, sur le temps, on peut être philosophe et étudier Heidegger et dire Heidegger a résolu la question du temps. Mais de temps en temps, il est sain de se dire mais finalement Einstein, il a fait la théorie de la relativité qui parle aussi du temps. Est-ce qu'il en parle de la même façon, pas de la même façon? Que diraient les équations d'Einstein si elles pouvaient parler? Est-ce qu'elles seraient d'accord avec Heidegger ou d'autres? Ça, c'est un travail intéressant. Donc moi, c'est ça qui m'a motivé. Et je pensais que toutes ces questions intéressaient tout le monde, en fait. Et je me suis... voilà. Je me suis trompé. Et maintenant, je ne sais plus très bien quelles sont les méthodes pour... faire en sorte que les connaissances survivent dans le monde de croyances dans lequel on est. Je pense que les croyances vont l'emporter. Sur tous les sujets, parce que les connaissances sont trop difficiles. Et comme on a besoin de réponses, on va fabriquer les croyances qui répondent aux questions qu'on se pose d'une façon qui nous convient, sachant que l'ambition de nos cerveaux, ça n'est pas la connaissance ou la vérité. L'ambition de nos cerveaux, c'est le confort psychique. Donc, dans ce contexte cérébral, les croyances ont un bel avenir.